Et c'est parti pour ce dernier cours d'INF 8001. Ce soir, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet? Okay? Quoi de mieux que de commencer avec un article Wikipédia, okay, en disant que je ne veux pas payer. Non, je ne veux pas payer. Donc, on va jaser de c'est quoi les mégadonnées ou le big data. Donc, le principe du big data, c'est un concept qui est quand même nouveau dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de stockage des données. Là. On parle de ça au milieu des années 2000, la fin des années 2010, où c'est que ça commence à devenir un terme, une problématique. Puis, ben, c'est maintenant rendu un staple, là, une connaissance générale, une problématique courante dans plusieurs entreprises. La première chose qu'il faut se poser, okay, c'est quoi le big data? Qu'est-ce que ça l'implique? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand je dis que je veux des professionnels de big data, puis quand je dis que j'ai des problèmes au niveau de big data, qu'est-ce qui fait que les data, ils sont big? Okay? Donc, le principe, c'est qu'il n'y a pas, de définition très stricte sur qu'est-ce que le big data. Okay? Il n'y a pas comme une limite ou une caractéristique individuelle où c'est que tu dis, ben entre ça puis ça c'était pas du big data, puis ça, c'est du big data. La règle de main, okay, la règle de pouce qui existe, c'est que le big data, c'est quand le problème ne peut pas être réglé par un seul ordinateur ou un seul environnement qui travaille de manière exclusive sur le problème. Quand on commence à avoir besoin de plusieurs environnements, de plusieurs ordinateurs, c'est là qu'on commence à parler de big data. Puis, ben, avec cette première idée-là, il a commencé à avoir des définitions pour essayer de justement cerner c'est quoi les différentes problématiques qui rentraient dans le domaine du big data. Fait que pour être capable de travailler avec ça, on a développé une nomenclature qui se nomme les grands V du big data. OK? Donc, les grands V, OK? Donc là, ici, on a les trois grands V du big data, qui sont le volume, la variété, puis la vélocité des données. Donc, quand je parle que les données ne fitent pas sur un ordinateur, c'est pas juste la quantité de données nécessairement qui ne fit pas. Okay? Donc, si on regarde, bon, c'est sûr que oui, là, il y a certainement cette métrique-là. Donc, il y a une métrique de volume. Puis là, ici, on commence à aller en grosseur, là, puis plus on s'en va sur le rebord, plus c'est clair que c'est un problème de big data. Donc, quand on parle de volume, comme nos ordinateurs, en ce moment, ils travaillent habituellement avec des disques de téraoctets de données, là, des terabytes. Bien, souvent, on va avoir une échelle plus haute, parce que dans les échelles métriques, là, à toutes 1000, à 10 à la 3 de différence, là, ça change d'échelle. Fait que, on avait les terabytes. En dessous de ça, avant, c'était des ordi avec des gigabytes, des mégabytes. Puis, en haut de terabytes, il y en a d'autres. Quand on a 1000 fois cette taille-là, ben, ça devient des pétabytes. Puis, quand on a un autre ordre de grandeur plus grand que ça devient des exabytes. Puis quand on a un autre ordre de grandeur plus grand que ça, on a des zettabytes. Puis il y en a d'autres après, là, mais habituellement, on a peu de problèmes qui travaillent sur cet ordre de grandeur-là en ce moment. Comme Google travaille à cet ordre de grandeur-là en ce moment, c'est pas mal ceux qui défrichent les choses dans ce domaine-là. Un autre élément
Par contre, qui va faire en sorte qu'on va vouloir distribuer, qu'on ne sera pas capable de traiter de manière unique, ça va être aussi la variété des données. Donc, on a commencé avec les bases de données relationnelles, puis on a jasé la semaine passée comment c'est un peu une prison, les bases de données relationnelles, du côté de la structure des données. Hein? On se faisait un schéma initial, puis de ce schéma-là, on ne pouvait pas avoir des informations qui ne fitaient pas avec le schéma. Donc, on peut avoir des sources de données qui ont besoin d'être traitées de manière non structurée, ou au moins semi-structurée. Donc, on avait vu des alternatives à ça, hein, avec les bases de données de différents types de NoSQL, Other Than SQL. Là. Particulièrement si on pense, admettons, à MongoDB, hein, qui a du JSON à l'intérieur, c'est semi-structuré. Ça a une forme, okay, ça a des éléments, ça a des clés, ça a des valeurs. Mais même là, des fois, les sources de données vont être complètement non structurées. Okay? Donc, je reçois des rapports, je reçois des photos de Facebook. Okay? Donc, il y a plein de données qui n'auront juste pas de structure, mais qui deviennent importantes à dealer avec. Là. Hein? Donc, quand on pense à des problèmes de big data, Elon Musk commence à comprendre qu'est-ce que ça veut dire avoir une mega corp américaine, là. Okay? Puis de devoir traiter les centaines de milliers d'images qui arrivent à toutes les minutes pour être capable de détecter des choses qui sont comme illégales ou des choses qui n'ont pas d'allure, hein? Ben, il faut que ça soit traité quelque part, il faut que ça soit stocké, il faut que ça soit regardé, tous ces éléments-là, ça ne se fait pas tout seul. T'sais. Fait qu'on a le grand V de la variété. On en a un troisième qui va être la vélocité des données, en fait, la rapidité auxquelles les données sont générées et doivent être traitées. Donc, à son plus bas niveau, là, le plus proche du centre, on a le principe de données en batch. Donc, le principe de données en batch, c'est de dire comme c'est les données comme un peu statiques que je peux comme séparer, puis là, être capable de comme juste traiter quand bon me semble ou à la vitesse que ça me semble. Puis après ça, ben là, plus on s'éloigne, plus il faut que ça soit de l'analyse ou du traitement qui est en temps réel. Hein? Donc, il y a une différence entre être capable de, à la fin de l'année, faire un rapport de c'est quoi les produits qui ont été le plus vendus dans mon entreprise. Ça ne me dérange pas que ça prenne une demi-heure ou que ça prenne même une journée générer ce rapport-là. Mais quand je te parlais tantôt des problématiques des médias sociaux, tu ne peux pas laisser une vidéo de quelqu'un qui se fait couper la tête sur YouTube pendant 3 jours. Ça ne marche pas, là. OK? Fait que ça fait en sorte qu'on a d'autres requis hein, au niveau de qu'est-ce qu'on est capable de traiter, la vitesse à laquelle on traite, puis la quantité de données à laquelle on va faire face. Fait que ça, c'est les 3 premiers V. OK? Puis, c'est un nouveau domaine. Fait que, un peu comme la crypto-monnaie, là, tout le monde essaye d'y mettre son affaire. Là. Fait que, à un certain point, il y a eu du monde qui était comme 3V, c'est pas assez. Okay? On n'est pas capable de bien représenter les informations. Fait que j'ai trouvé, OK, puis à chaque fois, c'est toujours le fun. Ici, j'ai un article qui est les 17 V du Big Data. OK? Habituellement, t'en as 5, t'en as 7. Là, j'étais comme 17. Ah, ça, c'est le... Fait que, il y en a d'autres V. OK? Avec le temps, tout le monde voulait rentrer qu'est-ce que lui, il pensait qui était la chose importante de plus qui arrivait là-dedans. Le principe, c'est... Il y a toujours les 3, là. Hein? Là, ici, c'est un peu un historique. Après ça, on est passé à 4. Donc, on peut voir ici qu'on avait le volume, la variété, la vélocité. Puis, on a ajouté la véracité. Hein? Puis, évidemment, en plus, il faut pogner des mots-clés qui sont en V, là, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, la véracité des données, c'est ici, c'est à quel point tu peux faire confiance à ces données-là. Okay? Donc, il y a une différence entre des transactions bancaires puis les mesures que tu as de différents thermostats à l'intérieur d'une entreprise. Okay? Ça se peut que le thermostat ait une donnée erronée parce que physiquement, hein, les composantes peuvent des fois comme
fuck up, puis comme là, il faut que tu sois capable de gérer, hein, traiter ces données-là, les nettoyer, on va revoir ça tantôt. Puis là, après ça, ben, 4, c'était pas assez, hein? Fait qu'on s'est rendu à 5, où on a rajouté la variabilité des données. Donc, est-ce que ces données-là vont, s'ils ne sont pas structurées ou sont structurées, mais est-ce que ça va toujours être le même genre de données? Ou est-ce que ça va changer à travers le temps? Ça se peut que tu aies comme des nouveaux types de données. Donc là, ici, quand on parle de problèmes, admettons, où c'est que l'intelligence artificielle est d'entrée de jeu, là, okay, c'est le genre de problématique où c'est que les données peuvent être avec une grande variabilité. Okay, donc, la source des informations, il y a plein d'éléments. Puis après ça, ben là, on commence à exploser. Là, il y a les 10. OK? Puis après ça, les 14. Puis après ça, les 17. Puis je te dirais qu'après ça, même moi, j'ai pu vraiment garder le compte. Là. Mais si on regarde, admettons, avec les 14, là, admettons qu'on regarde les premiers, hein, parce que, volume, vélocité, on peut voir ici, il y a la valeur. Un autre élément important, c'est la valeur que cette donnée-là a pour l'entreprise ou la question que tu es en train de travailler. Parce que ça se peut que tu reçoives plein de données, ça se peut que tu reçoives plein d'informations, d'être capable de syntoniser, de juste garder la partie importante de ces données-là, hein? C'est un autre mécanisme qui est important dans l'organisation, dans la vie, okay, de qu'est-ce qu'on fait en Big Data. Fait que on a le plaisir des grands V, okay? Comme il y en a 3, on pourrait dire 5. Il y a du monde qui en a 17, mais je te dirais que même moi, je suis assez avant-garde puis je suis même pas là, fait que prenez ça avec un grain de sel. Parfait. Fait que, qu'est-ce qui est intéressant quand on travaille avec, tiens ici, si on regarde les documents qu'on avait, là, okay, là, même ici, il y en avait combien? On en avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Moi, habituellement, à 5, je suis chill. Qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est qu'on les a décortiqués aussi parce que ça va dépendre de à quelle étape, hein, ou dans quel domaine le V œuvre. Donc, si on regarde les 3 premières, c'est dans le domaine des données. Hein, c'est les données elles-mêmes, la quantité de données, la variabilité dans leur forme. Après ça, c'est dans le domaine du BI, du Business Intelligence, de l'intelligence d'affaires. C'est là qu'il faut être capable d'avoir un petit peu plus d'analyse pour essayer de détecter qu'est-ce qui est important ou pas, hein, qu'est-ce qui est vrai ou pas. Puis après ça, dans le domaine de la statistique, à quel point ça peut être variable, okay, sur la complexité des données, est-ce qu'il va y avoir des données erronées, des choses comme ça. Fait que quand on travaille avec ces problématiques-là, ben, les solutions vont devoir être nouvelles. Hein, parce que la prémisse de juste avoir une base de données qui roule sur un ordinateur, on avait déjà jasé que ça avait certainement ses limitations. Puis là, ça a encore plus des problématiques parce qu'on n'a pas juste le volume, mais on va aussi avoir comme la vélocité de données, on va aussi avoir comme toutes les autres V, hein, qui viennent derrière. Fait que là, la question, c'est comment est-ce qu'on va faire pour traiter de ces différents éléments-là? Ici, attends, on va sortir ça, ici. On va regarder ici, hein, notre gentil cycle de vie. Hein, donc, quand on parle de cycle de vie, là, on parle juste des processus qui vont être enclenchés, hein, dans une échelle de temps pour être capable de passer à travers ce genre de problématiques-là. Puis, comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça? Bien, la première partie, la génération, ça, c'est pas mal facile. On n'a pas besoin de rien faire. Ça se fait tout seul. Okay? Parce que générer des données, la prémisse, c'est que ben, on est rendu à des problèmes qui génèrent des données qui ont besoin du big data. Hein? Fait que tu sois une entreprise où c'est que
maintenant, toutes tes machines dans ton usine ont genre 50 000 capteurs, puis que tu veux vraiment avoir un œil sur le niveau de production. OK? Puis il faut que tu sois capable de dicter quel employé s'en va à quel moment ou quel technicien il faut déployer. À la grande échelle, hein, Google qui doit indexer l'Internet au complet, puis qui doit être capable de colmater toutes ces différentes sources de données-là, en passant évidemment par tout ce qui est réseaux sociaux, où c'est que la génération d'informations se fait de manière automatique par la clientèle. Des problèmes en tout cas, la génération de données à un niveau de big data devient de plus en plus commun, okay, à tous les genres de niveaux de problèmes. Okay? Donc, autant au niveau d'une entreprise simple qu'à un niveau de société. Là. Fait que là, la première partie, ça va être l'acquisition de ces données-là. Hein? Parce que les données existent dans des environnements de production. Hein? Donc, c'est les différents capteurs qui génèrent ces informations-là. C'est le monde qui utilise Facebook pour aller mettre quelque chose sur leur fil de nouvelles. Comment est-ce qu'on fait pour prendre ces informations-là puis venir les ingérer ou venir être capable de les traiter dans nos environnements de big data? Donc là, ici, la prémisse, c'est que l'acquisition va se faire par des systèmes absolument externes qui vont utiliser les différentes méthodes qui sont disponibles par nos générateurs, okay? Fait que ce soit des API externes, que ce soit, admettons pour Google, leur propre explorateur web. Donc, il y a différents outils qui vont être capables de centraliser l'information. Donc, on avait parlé d'entrepôt de données préalablement la semaine passée là, avec le NoSQL. Bien, on a un autre type qui est le Data Lake, quand on commence à travailler avec des envergures de problématiques qui sont de big data. Donc, le Data Lake, c'est l'endroit où c'est que tu dis, bien, prends toutes ces affaires-là, dompe ça là-dedans, là, puis on va pouvoir commencer à travailler avec. Mais là, on a une problématique, okay, parce que quand on a le Data Lake, on a un concept qui est un endroit où c'est que je veux stocker toutes les données, mais j'ai plusieurs pétabytes de données. Fait que je ne peux pas nécessairement mettre ça sur comme un ordinateur virtuel dans le cloud. Ça ne marche pas. Là. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de disque qui est assez gros pour être capable de gérer ça. Donc, on va avoir un problème de stockage. Fait qu'il va falloir, puis on a développé, c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, des solutions de stockage novatrices qui vont nous permettre de faire du stockage de fichiers de manière distribuée. Donc, d'être capable d'utiliser plusieurs ordinateurs, plusieurs environnements de stockage qui vont être capables de travailler conjointement, okay, pour représenter un seul concept, hein, un seul endroit où c'est que nous, on va pouvoir travailler avec cet endroit-là, puis faire semblant que c'est juste un tout sans avoir à nous-mêmes gérer, OK, bien j'ai mis quel fichier dans quel ordi pour être capable de le retrouver. En même temps, on va aussi travailler sur la disponibilité, hein, donc de faire en sorte que si j'ai des exabytes de données, là, bien, peut-être que je voudrais avoir un peu de redondance là, pour que s'il y a un élément critique, une machine qui arrête de fonctionner, hein, parce qu'on avait parlé qu'à ce genre d'échelle-là, c'est pas qu'est-ce que je fais quand ça plante, bien, ou en tout cas, combien de temps ça va prendre avant que ça plante, mais puisque ça va planter, comme c'est quoi la méthode qui fait en sorte que je perds rien ou que je reste fonctionnel quand ça va arriver. Tu sais, c'est un fait établi que des machines, ça arrête de fonctionner après un certain temps, quand on a cette échelle-là. Donc, on va aller regarder particulièrement le Hadoop File System, en fait le Hadoop Distributed File System, qui est une version courante là, qui est beaucoup utilisée dans cet élément-là. Puis une fois qu'on a généré les données, réussi à les mettre quelque part, puis de les stocker de manière distribuée, bien là, il va falloir être capable d'aller sortir l'analyse, sortir l'information de ces environnements de stockage-là. Donc, il va falloir avoir une phase de traitement. Mais là, encore une fois,
le fait que l'information est distribuée sur plusieurs environnements apporte des nouvelles problématiques. Donc, il va falloir avoir des manières de déconstruire des problèmes pour être capable d'attaquer une analyse de manière distribuée. Fait qu'on va aller aussi jaser aujourd'hui de qu'est-ce que ça implique, toutes ces différentes variations-là. Ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, on va beaucoup parler de l'outil fondamental je peux-tu l'avoir? L'outil fondamental qui est utilisé dans ce domaine-là, OK, ça s'appelle Hadoop, OK, pas la compagnie, mais de l'agglomération Apache. Donc, Hadoop, c'est pas un logiciel, OK? C'est plein de logiciels ensemble. C'est un écosystème de logiciels qui existe pour résoudre des problèmes de big data. OK? Donc, on va voir que dans chacune des problématiques qu'on avait vues préalablement, Hadoop a des logiciels spécifiques qui est capable de travailler sur ces problématiques-là, puis est capable de s'interconnecter avec d'autres parties de logiciels pour être capable de faire le stockage de données, puis là, il y a un autre programme qui fait le traitement de données, puis ils sont faits pour être capable de communiquer de manière facile et conviviale. Si on va aller chercher, mettons, un Hadoop diagram. Juste pour donner une idée. Ouais. Non, il est où mon image? Pas grave. Non, je ne vais pas cliquer dessus. Je voulais que tu me l'ouvres dans un nouveau tab. Tu fais juste maudit Google. Pas grave, on l'a ici, tiens. Non? Il disparaît? Why do you hate me so much? Fine. Non, c'est pas ça que je veux. C'est vraiment celle-là que je voulais. Je l'ai quelque part d'autre, c'est pas grave. Je l'ai dans mes documents plus tard. Mais le principe, c'est qu'on va voir plusieurs différents éléments. On va rejaser de chacun, puis on va les voir ensemble par la suite. Excellent. Fait que on va aller regarder ça ici. Je voulais retourner à celui-là. On va juste aller regarder un petit peu le principe quand on parle du traitement. Hein? Donc, quand on parle de la dernière étape de toutes ces affaires-là, il y a beaucoup de choses. Pardon, je me reviens. Il y a différents types de problématiques qui existent à l'intérieur du big data, parce qu'on a vu qu'il y avait différents V. Hein? Fait que des fois, c'est différentes gangs qui apportent différentes problématiques qui ont besoin d'un niveau big data-esque. Fait que ça veut dire que quand on commence à travailler au niveau de l'analyse, au niveau du traitement, il existe différentes solutions pour différentes problématiques. Fait que si on a un peu une série des différentes problématiques possibles, puis les différents outils qui sont associés pour la résolution de ces problématiques-là. Puis si on regarde, là, ça descend, il y en a pas mal à l'intérieur. Après ça, dans le document, ça dit c'est quoi les différentes gestions, là, si vous voulez le lire par la suite. C'est ça que j'explique aujourd'hui. Fait que, premièrement, on va regarder c'est quoi les différents types de processing, les différents types d'analyse possibles pour bien comprendre où c'est que ça peut s'attaquer.
Le premier, le batch processing. Hein? Donc, quand on avait vu tantôt, quand on parlait de la vélocité, hein, le batch, c'était le premier, celui qui était plus vers le centre. Donc, pour le batch processing, le principe, c'est que notre quantité de données peut être très volumineuse, mais la vitesse à laquelle il faut la gérer ou la vitesse à laquelle il faut être capable de donner des réponses n'est pas primordiale. Ça veut dire qu'on peut prendre le temps d'avoir un paquet d'ordis qui sont capables de calculer chacun de leurs bords pour être capable de trouver quelque chose qui est possible. Fait qu'on a un paquet de différents outils qui travaillent là-dedans. Ici, si on regarde, mettons, Cloudera, là, en dessous, là, OK, ben en fait, c'est... je parlais de Hadoop tantôt, là. Hein, cet écosystème de logiciels-là, c'est des logiciels libres, donc n'importe qui peut réutiliser. Puis en fait, Cloudera, c'est une distribution de Hadoop déjà préfaite. Donc c'est comme genre, c'est tout déjà installé, tout est déjà comme configuré correctement, puis tu peux commencer à l'utiliser rapidement. On a ensuite ce qu'on appelle le stream processing. Donc là, ici, c'est l'inverse. Quand on a une très grande vélocité, okay, ou en fait, quand on a un débit de données qui est continuel. Hein, donc, quand on parle de stream, on parle de flux de données. Donc, habituellement, on associe ça avec de la génération en continu. Okay, donc, soit des capteurs qui, à chaque 10 secondes, te donnent une nouvelle donnée, ou sinon des types de systèmes informatiques qui ont un haut taux de génération, comme les médias sociaux. Bien, la prémisse, c'est qu'il faut être capable de avoir une espèce de fil là, où c'est que le stock arrive, sont capables de traiter, mais en même temps qu'il y a d'autres choses qui arrivent, puis qui est capable de traiter, puis qu'il faut que tu sois en mesure de faire « OK, bien là, ça commence à déborder, fait que peut-être que je veux être plus lax sur mes règles, puis faire un petit peu moins de traitement pour juste être capable de ne pas être bouché, des choses comme ça. » Donc, où toute la problématique vient dans les données qui sont tout le temps entrantes, puis d'être capable d'avoir assez de données sortantes par rapport aux données entrantes. Donc, à ce point-là, on a, encore une fois, là, plein de différentes versions de ça. Okay? Donc, ici, Kafka, qui fait aussi partie de Hadoop à l'intérieur de ça. On en a plein. Des fois, il y a des solutions d'info nuagiques, des Big Tree, là, Azure, AWS, puis Google Cloud Platform. Là, fait que des fois, ils ont des produits comme directement adaptés par rapport à ça. Ensuite, on a les deux qui sont un peu les bêtes noires, là, ou en fait ceux qui sont les plus ésotériques pour la majorité du monde d'informatique, qui va être l'analyse avec des graphes. Donc, on avait parlé la semaine passée de base de données à base de graphes avec Neo4j. Bien, quand tu veux faire de l'analyse de mégadonnées avec des graphes, c'est le même principe. C'est juste que ce n'est pas la même base de données parce que cette base de données-là n'est pas capable de traiter nécessairement de problèmes de big data. Donc, on a ici d'autres bases de données à base de graphes. Puis quand on a des graphes spécifiques qui sont des graphes directionnels acycliques. Donc, ça, c'est une manière fancy de dire que tu as un graphe puis que tu as des flèches qui vont juste dans un sens puis qui ne vont jamais revenir en arrière. Okay? Donc, rien de circulaire. Donc, c'est ça ce qu'on appelle des DAG, okay? Des Directed Acyclic Graphs. Donc, ces genres de problématiques-là sont capables d'avoir des optimisations spécifiques. Donc, ont ses propres logiciels qui sont travaillés avec. On a finalement des éléments de science des données. Donc, on va avoir ce qu'on appelle de l'analyse interactive. Donc, quand on veut avoir, mettons, du business intelligence pour être capable de faire de la visualisation de données, des graphes en temps réel, tout ce qui est interactif, visuel, hein, pour avoir comme un résultat immédiat qu'on peut présenter à un autre être humain. Bien, là, ici, on a une panoplie de différents outils
qui me permet de travailler dans cette sphère-là. Donc, encore une fois, on peut voir des outils qui sont dans les compagnies d'info nuagiques. Encore une fois, on a des affaires quand c'est marqué Apache, c'est habituellement dans l'écosystème de Hadoop. OK? Puis, on a le Visual Processing. C'est un peu dans le traitement interactif aussi, là. Donc, c'est quand vraiment on veut avoir des éléments qui sont ultimement visuels, là. OK? Donc, on a qui sont spécialement là-dedans, là, mais il y en a plusieurs dans les éléments interactifs là, qui viennent se joiner à l'intérieur de celui-là aussi, là, dans cette dernière partie-là. Fait que différents types de traitement de données. Oups, j'ai fermé ça, mais je ne voulais pas. All right. Avant de continuer, donc, on prend une petite pause. Puis, en revenant de la pause, on va aller regarder comment, dans l'écosystème de Hadoop, parce que c'est un écosystème qui est libre, donc on peut comme voir comment ils ont fait ça, là. Comment est-ce qu'on a réussi à attaquer chacun des problèmes de stockage, d'analyse, de traitement? Comment est-ce qu'on fait pour être capable d'avoir ça de manière distribuée, puis que ça fonctionne quand même, puis que pour l'utilisateur, ça soit quand même convivial, qu'on n'ait pas besoin de le traiter par nous-mêmes. Fait qu'on revient à Event 5, puis on jase de ça. À tout de suite. All right. Donc, on est de retour. On venait de regarder un peu c'était quoi, qu'est-ce que ça l'impliquait, des problèmes de Big Data. On avait vu le cycle de vie du Big Data, puis aussi les différentes techniques possibles de traitement ou les différents domaines de problèmes que les traitements pouvaient attaquer. Là, on va se tourner du point de vue du stockage de données, okay, à un niveau de Big Data. Donc, on va aller regarder c'est quoi les différentes solutions de stockage possibles quand on travaille avec un échantillon très grand de données. Donc, il existe différentes techniques pour être capable, premièrement, de distribuer des données. Okay? Donc, quand on parle de distribuer des données, c'est d'être capable de les classifier, puis être capable de facilement aller rapatrier ces données-là, puis être capable d'aller mettre des nouvelles données avec ce même genre que des données semblables ou des données connexes soient capables d'être stockées au même endroit ou ensemble. Donc, on va aller regarder premièrement différentes méthodes d'indexation, okay? Donc des manières de classifier les données pour qu'on puisse facilement les retrouver quand on veut aller chercher ces mêmes informations-là. Fait que la première des méthodes, qui est en fait une des méthodes qui est utilisée dans les bases de données elles-mêmes, mais qui peut être échelonnée pour la distribution de différentes données, c'est le principe des arbres B ou en anglais les B-trees. Donc, ce principe-là, c'est d'avoir des données réelles. Donc, ici, dans notre gentil graphique, là, le principe des différentes données réelles sont les données qui sont en gris, okay? Donc à un niveau très bas. Puis, pour être capable de retrouver ces différentes données-là de manière rapide, ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker les métadonnées, donc des données de données, pour être capable de savoir où sont les différents blocs. Okay? Donc ici, on peut voir les blocs, là. Donc, c'est des listes de données. Donc, on peut voir ici, il peut y avoir plusieurs données dans un seul bloc. Puis là, le principe, c'est qu'on pourrait penser, là, si on étale ça, là, que le bloc pourrait être très gros, pourrait être sur plusieurs disques, pourrait être sur plusieurs environnements différents. Puis, dans ces différents blocs-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une information d'une donnée quelconque. Puis, on va avoir, si ce n'est pas cette information-là spécifique, où je vais aller regarder pour aller retrouver cette information-là.
Donc ici, il y a un principe aussi de tri qui est en jeu quand on travaille avec les arbres B. Donc si on regarde ici, les données finales là, sont triées dans ce cas-là en ordre croissant. Là. La méthode de tri peut être différente si ce n'est pas des données numériques. Là. Mais le principe, c'est que, admettons que je veux retrouver le 43. Hein? Ce que je vais faire, c'est que je pars au bloc qui est au premier niveau. Donc, j'ai comme un point d'entrée qui est connu de tout le monde. Puis là, ici, ben, je peux voir, j'ai une valeur. Puis là, je tombe soit à gauche, soit à droite de cette valeur-là, qui va me dire, ben, là, il faut que j'aille demander à tel autre bloc pour aller trouver qu'est-ce que moi je veux. Là, ici, j'arrive à ce bloc-là, puis je dis, moi, je cherche 43. Fait qu'il est comme, ben, c'est pas le 25, c'est pas le 40, c'est pas le 45. OK, donc c'est celui-là qui est entre les deux. Celui-là qui est entre les deux, va-t'en à ce bloc-là, qui va être capable d'aller retrouver l'emplacement de l'information que moi, je veux avoir. Donc, ça me donne une capacité d'avoir des tailles de blocs qui sont fixes. OK? Puis, quand on a trop de données, okay, admettons qu'on voudrait rajouter une donnée 42 ou quelque chose qui ferait en sorte qu'il rentrerait dans le bloc 1, bien, il y a un algorithme qui est déjà préfait qui va être capable de rebrasser l'arbre correctement pour que la limite de taille ne soit pas cassée, mais que les éléments se replacent automatiquement, qu'il y ait un nouveau bloc qui soit créé possiblement, puis que l'ordonnancement soit gardé correctement. On n'ira pas dans les détails de comment est-ce que cet algorithme de B-tree-là marche, mais si vous voulez aller passer une petite soirée sur comment travaillent des algorithmes de tri puis d'ordonnancement de données, de voir comment marche l'insertion dans un arbre B, OK? C'est une bonne soirée. Il existe aussi, quand on n'a pas nécessairement la capacité ou le besoin de trier des données, il existe d'autres systèmes pour être capable de répartir des données. Donc, il va y avoir des techniques de hachage. Donc, on avait un peu jasé du principe de hachage la semaine passée. Donc, l'action du hachage, c'est d'être capable de prendre une valeur ou une information initiale, habituellement un index ou une clé ou quelque chose comme ça, d'être capable d'appliquer une fonction de transformation sur cet élément-là, puis d'être capable de toujours avoir, à partir de la valeur, sur la même fonction, que ça me donne tout le temps le même résultat. OK? Donc, on avait jasé qu'une fonction de hachage très typique, ça pourrait être, admettons, les initiales de quelqu'un. Hein? Donc, je prends le nom, je prends les initiales, ça va tout le temps donner la même chose. On avait jasé que quand on travaille avec des fonctions d'hachage, des fois, on peut essayer d'éviter le conflit. Mais des fois, justement, si la fonction de hachage est très... a très peu de variété dans ses solutions, ça me permet de créer une répartition automatique. Hein? Donc ici, on a un exemple où on fait le modulo d'une valeur. Donc le modulo, ça me permet de trouver le restant de la division. Okay? Donc ici, pour mode 3, le principe, c'est que ça me donne 0, 1 ou 2. Hein? J'ai 3 options possibles. Puis en fait, ben là, ça me dit, si j'ai 3 environnements ou 3 bins possibles, ben je prends la valeur, je prends ça, puis ça me dit où la mettre. Hein? Fait que ça me permet de distribuer, dans ce cas-là, en 3 l'information. Ce n'est pas une solution miracle, okay? Parce qu'il y a plusieurs problématiques possibles qui vont ressortir de là. Ça se peut qu'il y ait un bin qui soit plus rempli qu'un autre. Okay? Une fois qu'il est dans le bin, ben, il faut quand même que je fouille à l'intérieur de cette section-là pour être capable de retrouver l'élément. Mais c'est quelque chose qui se fait extrêmement rapidement. Okay? Fait que pour certaines problématiques, c'est quelque chose qui est optimisé. Si ta problématique a une très grande variante, si tu as autant de valeurs qui vont tomber dans chacun des bins, puis que tu n'as pas besoin de rechercher dans le bin par la suite, tu fais juste tout analyser qu'est-ce qui est dedans sans conséquence, c'est peut-être la meilleure option pour être capable de travailler avec. Hein, je pense qu'une thématique là, qu'on a bien établie à travers la session, là, c'est qu'il y a toujours plusieurs problèmes. Fait que ça fait qu'il y a plusieurs solutions. Il n'y a jamais de solution miracle. Il y a toujours comme des solutions plus adaptées aux problèmes. La question, c'est toujours
c'est toujours de se poser qu'est-ce qui fait que c'est adapté ou pas, puis c'est quoi les solutions possibles que j'ai à ma disposition. Fait qu'on a ce principe-là de distribution. Aussi, quand on a besoin à un niveau d'accessibilité, okay, on va avoir la répartition ou la distribution de données. Donc là, ici, on ne parle pas de distribuer des données différentes, comme on avait fait avec les autres, là, où c'est que chacun des blocs avec ses propres données. Mais là, on va parler de distribution de charges. Okay? Donc, dans le principe de j'ai une base de données avec des données à l'intérieur, puis ma problématique, c'est pas que j'ai trop de données. La problématique, c'est que j'ai trop de monde qui essaye d'aller chercher ces données-là. C'est pas la même problématique, mais c'est la même problématique de grosseur, d'ampleur, mais pas dans le même domaine. Hein? C'est plus au domaine de stockage, c'est au domaine d'accès. Fait que dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est un service de distribution de charges. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va avoir une réplication des mêmes données sur différents serveurs qui vont être capables de faire les requêtes, qui vont être capables d'aller chercher les données. Puis, à ce point-là, il va avoir un premier point d'accès. Donc, le client, lui, demande, fait une requête à un point d'accès, mais ce point d'accès-là, sa seule job, ça ne sera pas de faire la requête, ça va être de rediriger la requête vers chacun, habituellement dans une espèce de séquence round-robin. Je te donne à toi, 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 je te donne à toi. Comme ça, lui, il est capable de gérer l'influx important de requêtes initiales. Puis là, chacun des nœuds vont être capables de prendre sa charge, puis ça va diviser en fait la charge en 4 qui va, hopefully, être assez pour que chacune des requêtes soit remplie dans un temps nécessaire. Là, il y a différentes variations de ça. Là, je disais, la méthode de distribution peut être très simple à « je les essaye ». Puis, ça peut être des méthodes de distribution qui sont beaucoup plus intelligentes. Tu sais qu'ils vont évaluer la capacité de chacun des nœuds, puis la charge courante de chacun de ces nœuds-là. Hein, parce que là, ici, on assume en distribution égalitaire complètement que toutes les requêtes ont la même charge de travail, ou en tout cas que chaque requête a la même charge de travail, puis que chaque nœud a la même capacité de travail. Hein, qui n'est pas nécessairement du tout la réalité. Ça se peut que tu ailles 2-3 super ordi, que tu ailles 2-3 Raspberry Pi qui traînaient, puis tu es comme, j'essaie de les mettre pour que ça aide un petit peu. OK? Donc, pas la meilleure des choses à faire en production, là, mais la prémisse ici que la capacité des nœuds change, puis ça se peut que les requêtes aussi, si c'est une requête simple, OK, il va juste me chercher c'est quoi la dernière photo du profil de tatata, c'est tout le temps la même chose. Mais si on commence à avoir de l'analyse, de moi, le where, having by, group by, de blablabla, que ça là, il est super gros, puis après ça, j'ai juste un petit select, bien là, ça débalance les choses, ça peut causer des problèmes. Fait qu'on a ce principe-là de distribution. Il y a aussi le principe de partitionnement. Okay? Donc, quand on va vouloir traiter beaucoup de données, des fois, la donnée elle-même va être quand même trop grosse pour être capable d'être juste distribuée. Il va falloir être capable de partitionner la donnée, okay? La couper en morceaux. Puis là, à partir de là, cette donnée-là qui est coupée en morceaux va devoir être à son tour distribuée ou répartie à l'intérieur d'un système, un écosystème qui est capable de gérer ça. Puis là, à l'intérieur de ce partitionnement de fichiers-là, bien là, encore une fois, il y a différentes techniques qui vont pouvoir être utilisées. Les deux premières techniques, c'est les mêmes techniques qu'on a vues à la distribution. Donc, on peut utiliser un B-tree, OK? Ou sinon, on peut utiliser une table de hachage pour être capable de retrouver les parties de fichiers qui sont communs ou en tout cas que retrouver où c'est qu'on s'en va mettre les choses. Mais il y en existe un autre, puis c'est celui-là aussi qu'on va regarder aujourd'hui, qui va être le HDFS, okay, qui n'est pas le High Definition, mais bien le Hadoop Distributed File System. J'étais chez l'optométriste cette semaine, puis il m'a offert des lentilles haute définition. Je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire.
Genre ça comme anecdote de la semaine. Mais le HDFS est un système de fichiers, donc une manière de sauvegarder des fichiers qui est à sa base distribué, OK? Puis qui est dans l'écosystème de Hadoop. OK? Donc le but, c'est d'être capable d'avoir des fichiers, un fichier qui a 3 pétabytes, puis que c'est pas grave, OK? Qui est dans le système, puis que lui, en fait, il va être découpé en petits morceaux, puis que ces petits morceaux-là vont pouvoir être distribués sur plusieurs environnements. Puis, évidemment, il va falloir avoir une manière d'être capable de facilement accéder à ces éléments-là sous une seule interface, OK, qui est invisible pour l'utilisateur. Hein, je vais être capable de dire, va chercher ce fichier-là, puis moi, je n'ai pas besoin de savoir que c'est sur 50 ordi différents. C'est pas mal ça. Fait que, parlons de notre ami HDFS. Donc, le HDFS, ou le Hadoop Distributed File System, son but, c'est vraiment d'être capable... On descend. Texte, on va en jaser. Donc, son but, c'est d'être capable de prendre des fichiers qui sont possiblement très volumineux, puis d'être capable de le distribuer sur un écosystème de différents ordinateurs, de serveurs, d'environnement. Donc, comment est-ce qu'on est capable de faire ça? Ça va être ici le gentil graphique là, qui va bien nous démontrer qu'est-ce qui va se passer. Donc, le principe, c'est qu'on va avoir différents environnements, différents ordinateurs, différents serveurs. Puis, chacun de ces serveurs-là, dans ce système-là, là, dans la syntaxe, dans la nomenclature, on va appeler ça des data nodes, hein, donc des nœuds de données. Donc, on va avoir des data nodes qui vont être capables de sauvegarder une partie d'un fichier. Donc, la prémisse, c'est que quand j'ai un gros fichier, je vais pouvoir le couper en chunks de fichiers qui vont être numérotés. Puis, chacun des data nodes va être capable de garder un ou plusieurs chunks, dépendamment de son espace disponible. Là, ici, le principe, c'est que dans cet écosystème-là, il est capable aussi d'avoir une connaissance des environnements physiques où habituellement on va avoir plusieurs data nodes ensemble. Donc habituellement, c'est dans des data centers, dans des centres de données spécialisés, ou à l'intérieur d'un data center, tu as des racks dans lesquels tu as plusieurs serveurs d'installés. Puis là, il y a plein de petits blinky lights qui passent là-dedans. C'est une salle climatisée, c'est super bien. Mais quand c'est à l'intérieur du même rack, souvent, tu as de l'interconnexion qui fait en sorte que c'est capable d'aller un petit peu plus vite. Donc, il y a des optimisations à faire pour être capable de dire, ben oui, j'ai un rack. À l'intérieur, j'ai plusieurs serveurs qui vont être différents data nodes. Puis là, à côté, okay, ou dans une autre salle, ou dans un autre emplacement complètement, j'ai un autre rack qui va avoir d'autres data nodes à l'intérieur. Il y a cette connaissance-là à l'intérieur du système. Fait que le principe, c'est que ces différents chunks de fichiers-là sont répartis un petit peu partout. Puis, pour être capable d'avoir accès à un fichier, qui va être capable d'aller chercher les bons chunks au bon moment, on va avoir un autre nœud, un autre ordinateur qui va être complètement séparé du reste. Là. Okay? Lui, il n'aura pas de données. Ce serveur-là, ce qu'on appelle le name node, ça va être le gestionnaire de toute cette gentille famille de data nodes-là. Donc, le but du name node, c'est d'être l'interface, d'être la personne avec qui tu jases pour être capable de stocker les données, puis aussi pour être capable d'aller recueillir les dites données par la suite. Il faut faire attention, il n'y a jamais aucune information qui traverse le name node. On va aller voir comment est-ce qu'on fait pour aller écrire puis aller recueillir l'information par la suite, là. Mais le fait que juste le travail de gestion, là,
OK? C'est bien en masse. On faut pas qu'il fasse autre chose. Là. C'est pas sa job. On peut aussi voir que dans cette architecture-là, si on regarde notre gentil dessin, on peut voir qu'il y a des chunks qui sont redondants. Hein? Donc, on peut voir ici, on a le chunk 1, le chunk 1, le chunk 1, le chunk 3, le chunk 3, le chunk 3, le chunk 5, le chunk 5, le chunk 5. C'est quoi la disposition des chunks? Ici, qu'est-ce qui est intéressant de remarquer, c'est que, premièrement, chaque chunk apparaît 3 fois. On est d'accord avec ça? C'est quoi la deuxième caractéristique, à part du fait qu'il apparaît 3 fois? Par sa disposition. Hein? Ouais. C'est comme, mettons, je pourrais dire qu'une autre caractéristique, c'est que le même chunk apparaît jamais sur le même data node. Hein? Ce qui fait du sens parce qu'ici, on veut travailler avec de la redondance. Hein? Ce qu'on peut remarquer, c'est que pour chaque chunk, il apparaît 3 fois. Puis il va tout le temps apparaître 2 fois dans le même rack, puis 1 fois dans un autre. OK? Donc ça, il y a 2 raisons pour ça. La première, ça va être pour des raisons de performance. OK? Donc, habituellement, il va apparaître dans le même rack pour que diversifier l'accès à des informations à l'intérieur du même rack. Parce qu'admettons ici que je demande le chunk 1, 2, OK, et 4. Bien, la prémisse ici, c'est que le chunk 1, le chunk 2 puis le chunk 4, je ne veux pas les lire en même temps du même data node. Hein? Parce que si j'essaie d'accéder en même temps sur le même, il ne sera pas capable. Ben, ça va être plus lent. Hein? Fait que le fait de l'avoir, puis avec cette disposition-là, ça optimise le fait d'être capable de distribuer l'accès. OK? Fait que, il est 2 fois dans le même rack pour comme optimiser l'accès. Deuxième gestion, c'est pour la disponibilité. Parce que s'il y a un rack qui manque d'alimentation, habituellement, c'est le rack au complet qui part. Okay? Des fois, c'est le data node, mais souvent, c'est le rack au complet. Donc, on veut s'assurer que l'information reste disponible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va s'assurer qu'à n'importe quel moment, un chunk est toujours dans au moins 2 racks. Comme ça, s'il y a un rack qui pogne en feu, moi, je vis complètement. Ça ne sonne même pas mon téléphone. En plein milieu de la nuit. Fait qu'on a ce principe-là de redondance qui est intégré. Puis, on a même d'autres types de redondance possibles, où c'est que ça se peut qu'on aille une redondance complète à côté là, avec un deuxième name node qui est capable d'avoir les mêmes informations que le name node pour être capable d'avoir une distribution du travail de requête, puis des fois aussi d'avoir un deuxième name node pour avoir un deuxième système complet de redondance complète derrière dans le besoin, dépendamment de c'est quoi tes besoins par rapport à ta source de données. Fait que ce qui nous reste à aller voir par rapport à HDFS, c'est comment est-ce qu'il fait pour être capable de travailler avec le name node et les différents clients. Donc, le principe, c'est que quand un client quelconque, donc un autre utilitaire, les outils d'analyse, vont avoir besoin de données. Le principe, c'est qu'ils vont demander l'information au name node, mais le name node ne va pas lui donner l'information. Parce que ce n'est pas à lui d'aller chercher l'information puis de la transiger, parce que sinon, il va être overloadé, parce que toute l'information, va falloir qu'il passe par lui. Ça va devenir un goulet. Hein? Donc, le name node existe seulement pour
avoir des informations de métadonnées. Okay? Donc, je veux tel fichier, dis-moi, il est distribué où? Puis là, le client, lui, va aller faire la réception des données. Donc ici, on a deux exemples. Non. Yeah. Mon Dieu, ça zoome pas plus. C'est assez gros. Donc, on a un premier exemple où, à gauche, je veux écrire des données. OK? Donc, je dis, OK, j'ai un fichier, il est vraiment très gros. On le découpe en différentes parties. Puis là, ici, je vais demander au NameNode, « Hey, je veux aller écrire un méga fichier, je l'écris où? » Puis là, il va te répondre, « Pas de problème, il y a de la place sur le datanode 1, le datanode 2, le datanode 5, 12, 14. » Puis là, à ce point-là, le client, lui, va aller écrire dans chacun de ces éléments-là. OK? Donc, le client, là, pourquoi est-ce que lui aurait un gros fichier puis est capable de le lire? Des fois, c'est de l'agglomération de fichiers. Des fois, c'est parce que c'est du streaming. Il y a différentes raisons pourquoi est-ce que le client serait capable d'avoir un si gros fichier. Là. Mais le principe, c'est que c'est le client demande, puis c'est juste des métadonnées qui sont transigées. Le datanode n'a pas une transmission des données. Inversement, quand vient le temps d'aller lire les différentes données, bien là, ici, le NameNode va être capable de dire, ben tel fichier, c'est tel datanode et tel datanode qu'il a. Puis le client va pouvoir aller interroger de manière individuelle et distribuer ces différents datanodes-là. Donc, ça permet ici, encore une fois, de ne pas surcharger le NameNode parce qu'il ne touche à aucune donnée. Puis aussi, ça permet d'avoir une augmentation de l'efficacité, puisque je suis en train d'aller lire à 3 endroits différents, bien, chacun de ces 3 endroits-là est capable de me donner sa pleine capacité pour être capable d'ingérer les données le plus rapidement possible. Fait que quand on travaille avec le JDFS, le principe, c'est qu'on travaille dans l'environnement de Hadoop. Puis là, ici, je l'ai, mon gentil graphique que je voulais tantôt. Donc ça ici, c'est ça Hadoop. Donc, Hadoop, c'est pas une chose, c'est un paquet de choses. Donc, on peut voir les choses qui travaillent à différents niveaux. Donc, on peut voir ici, pour être capable de stocker des informations, on a le Distributed File System. Le principe ici, c'est un système de fichiers. Là. Ça veut dire que tu as un fichier, il est nommé à l'intérieur, il y a des données que c'est toi qui décides c'est quoi. Là. Okay, on a définitivement ça. Puis, à côté, on a aussi la possibilité d'avoir une base de données NoSQL. Okay, donc, il existe une autre méthode de stockage où c'est qu'on peut avoir une base de données NoSQL, mais qui est automatiquement distribuée. Ça veut dire que tu fais du stockage, puis lui, il va s'occuper de distribuer ça, okay, puis tu es capable d'aller rapatrier les informations dépendamment de qu'est-ce que tu as besoin. Au-dessus de ça, okay, fait que ça, c'est juste la partie de stockage. Quand je vais vouloir être capable de travailler avec ce stockage-là, d'être capable d'avoir accès aux différents fichiers, il va falloir que j'aille un outil, okay, un programme, des algorithmes de gestion qui va être capable de jaser à ces différents systèmes-là. Donc, on va avoir ici Yarn. Okay? Donc, nous, informaticiens, on aime beaucoup les acronymes. On aime beaucoup les acronymes qui ne veulent rien dire. Fait que quand on a des acronymes qui commencent avec YA, habituellement, c'est dans un domaine où c'est qu'il y a déjà beaucoup de possibilités, puis c'est yet another quelque chose. On va aller le voir tantôt. C'est quoi celle-là? Mais comme il y en a plusieurs, des YA, il y a YAML, yet another markup language, puisqu'on en avait plein, fait qu'on en a fait un de plus. Mais ça ici, ça va nous permettre d'avoir accès aux fichiers distribués ou à la base de données d'une manière qui est plus seamless pour le développeur, plus seamless pour les utilisateurs.
pour ne pas avoir besoin de dire OK, ben tu me dis que c'est tel data node, comment je fais pour aller chercher puis repatcher ça ensemble? Yarn fait tout ça pour nous. Puis là, après ça, on va pouvoir, une fois qu'on a maintenant accès à nos données qui ont été distribuées, on va avoir la possibilité de faire du traitement sur ces données-là. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de qu'est-ce que tu veux faire comme traitement. Fait que, accroché après Yarn, il y a 3 outils qui sont dépendants de qu'est-ce que tu veux faire. Donc, pour du batch processing, donc là, ici, c'est du calcul distribué. OK, ça peut prendre son temps, c'est pas grave. On a MapReduce, qu'on va aller voir tantôt. On a des processus itératifs par batch. Donc, ça, ici, c'est habituellement par mémoire. Ça peut être un petit peu plus vite. Il y a des éléments différents. On n'ira pas voir là-dedans, là, mais parce que là, on commence il y en a pas mal, là, puis il y a bien des choses. On va juste en avoir un dans la gang. Il y a Spark. OK, c'est pas mal celui-là qui est in en ce moment, là. Puis, il y en a aussi pour le processing en temps réel ou le processing de flux, okay, avec Storm. Il existe aussi Kafka puis Flume dans ces catégories-là. On peut voir aussi que plus haut dans le processing, donc une fois qu'on a ce genre d'outils-là pour aller commencer à faire des requêtes sur les données, possiblement faire des transformations, bien là, on peut commencer à utiliser des outils de plus haut niveau pour faire des requêtes spécifiques, pour faire de l'apprentissage de modèles d'apprentissage machine, pour faire de l'analyse à travers des graphes. Puis là, encore plus haut que ça, on a des outils d'orchestration, donc des outils qui me permettent de faire la coordination, de mettre à jour les différents systèmes, d'avoir une interface qui est une page web que tu fais juste cliquer, puis tu fais comme genre, fais-moi telle commande, puis lui, il va faire comme les commandes derrière aux différents systèmes pour qu'il soit capable de travailler avec ça. Puis comme tout ça ensemble, c'est ce qui nous permet d'appeler ça l'écosystème de Hadoop, qui n'est pas un acronyme lui-même. Je ne sais pas d'où vient exactement le nom de Hadoop. Mais c'est un éléphant, c'est drôle. Excellent. Fait que, en passant, on est au dernier cours. Hein, fait qu'à un moment donné, il va y avoir plus de matière, puis après ça, ça va être fini. Il nous reste juste une petite dernière affaire, puis après ça, c'est terminé. Ce qui nous reste, c'est de jaser de type de processing possible avec... Es-tu capable de loader? Oui, merci. Avec Yarn et le principe de MapReduce. Fait que, premièrement, Yarn, Yet Another Resource Negotiator. Hein? C'est l'outil qui va me permettre de prendre des tâches, okay, des travaux, ce qu'on appelle des jobs, puis d'être capable de distribuer ces différentes tâches-là sur plusieurs environnements, hein, ce qu'on appelle un cluster de machines ou un cluster de différents environnements. Donc, nous particulièrement, on va étudier l'analyse par batch avec le principe de MapReduce qui va me permettre de demander à chacun de mes environnements de faire une partie du travail, puis qu'après ça, je vais être capable de consolider ces différentes parties-là pour avoir un résultat final, okay, sans avoir un seul endroit de calcul. Donc, le principe de Yarn, c'est le principe d'être capable de diviser puis d'être capable d'orchestrer les tâches. Puis, le MapReduce, c'est la tâche qu'on lui demande de faire. Okay? Puis, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que avec ce genre de principe-là, on a 2 niveaux de distribution, okay, d'écosystème ou de clustering. Parce qu'on vient tout juste de voir le principe de clustering de données, okay, où c'est que chacun des data nodes avait des données à l'intérieur. Okay? Puis là, on va parler aussi de clustering, mais à un niveau de traitement. Okay? Donc, on va dire plusieurs ordinateurs vont être capables de faire du traitement individuel. Souvent,
la même machine va prendre les deux rôles. Hein? Donc, la machine va être capable de stocker une partie des données distribuées, puis la même machine va être capable de prendre ces données distribuées-là puis faire des calculs sur cette partie de données-là. Mais ce n'est pas garanti. Okay? Ce n'est pas une obligation. Dépendamment de c'est quoi tes genres de problématiques. Hein? Peut-être que des fois, tu as besoin de beaucoup de données puis peu d'exécution. Des fois, c'est l'inverse. Des fois, que tu as un médium grosseur de big data, puis tu as besoin de beaucoup d'exécution. Okay? Donc, dépendamment de ce que tu as besoin. Là, ici, on va faire à semblant que c'est un problème équivalent, où c'est que la taille des données puis la taille de l'exécution de la tâche, des exécutions de calcul, sont consolidées puis que ça va juste se passer à travers la même machine. Fait que le principe du MapReduce, c'est d'être capable de créer une tâche qui va être distribuée. Donc, les exemples les plus typiques puis les meilleurs exemples, c'est les tâches d'agrégation. OK? Donc, si je veux trouver, c'est quoi, mettons, le maximum d'une valeur qui est distribuée sur plusieurs ordinateurs, ce que je peux faire, c'est que je peux demander à chacun des ordinateurs, c'est quoi ton maximum? Puis là, je vais prendre des regroupements, mettons, de 4 ordinateurs. Je vais dire, ben c'est quoi le maximum? Puis là, je vais prendre les regroupements de tous ceux-là, puis je vais faire le maximum de chacun. Puis, ben, je vais avoir trouvé le maximum de toutes en trouvant les maximums locaux à chaque étape. Puis ça va avoir été distribué. À la place d'avoir tout le monde envoie ses valeurs à un ordi qui commence à checker tous les max de toutes. Puis ça marche aussi avec des sommes, ça marche aussi avec pas mal toutes les fonctions d'agrégation qu'on a vues. Donc, quand on travaille avec le MapReduce, c'est deux actions, là. OK? Il y a le map, puis il y a le reduce. Donc, pour le map, comment est-ce que ça va fonctionner? Le principe, puis là, c'est le principe général. Okay? Donc, quand on travaille avec des problèmes d'agrégation, c'est assez facile, là, où c'est que c'est toujours de 1 à 1, il n'y a pas rien de trop gros. Mais la prémisse, c'est que quand on travaille avec une tâche map, on va avoir... je ne sais pas si j'avais un autre petit dessin de ça. Un petit peu plus bas, peut-être. Non, c'est pas le meilleur. On va regarder ça là. C'est le principe que on va avoir pour chaque donnée à l'intérieur de mon environnement, okay, une ou plusieurs variations, une ou plusieurs solutions, ou une ou plusieurs comme paires de clés-valeurs. Donc, la clé ici, c'est le principe de j'ai une information identifiante, puis là, j'ai une valeur qui est rattachée après. Puis, de cette clé-là, je vais avoir des variations de clés sortantes avec une valeur de rattachée après. Donc, si je veux trouver, admettons, à l'intérieur, c'est quoi, j'ai une partie d'un fichier CSV, puis là, je veux trouver c'est quoi les top 3 colonnes, ben, pour chacune des lignes, ça me donne comme 3 informations qui viennent avec. Puis, le principe de cette tâche-là, okay, donc le principe du map, le principe, quand on parle d'un map, c'est le même principe qu'un dictionnaire, là, le principe de clé-valeur, c'est, qu'est-ce qui vient avec ça, là? C'est que c'est capable d'être distribué puis d'avoir des résultats qui sont stockés de manière locale avec cette exécution-là. Fait que la première partie du map, c'est d'être capable de se créer une fonction qui va être capable d'être distribuée puis qui va me donner des résultats locaux. Une fois que j'ai ces différents éléments-là, je vais être capable d'attaquer la deuxième étape qui va être le reduce. Okay? Donc, d'être capable de prendre ces différents résultats locaux-là, puis d'appliquer une fonction qui va être capable d'être réappliquée sur différents étages. Okay? Donc, le principe du reduce, c'est encore une fois un autre type de fonction. Donc là, on a tantôt vu le maximum. Ben, ici, de la même machine, j'ai 5 valeurs maximum. Il m'en ressort une.
Puis après ça, j'ai une autre machine qui est 5 valeurs, il m'en sort une. Mais là, je suis capable de faire ça à plusieurs étages, pour être capable de faire plusieurs types de regroupements. Évidemment, à chaque étage, ça me demande d'autres éléments de computing. Fait que là, c'est pour ça qu'habituellement, il y a possiblement plus de puissance d'exécution que juste de puissance de stockage. Mais le principe, c'est qu'on prend plusieurs éléments, puis on est capable de réduire ça à un seul élément. Puis à partir de là, on pourrait reprendre ceux-là, faire un autre reduce, avoir un autre reduce, avoir un autre, jusqu'à temps qu'on se retrouve avec une seule valeur qui va être la réponse que je recherche. Fait que quand on trouve ça, là, il y a différentes manières, de faire le map. Même à l'intérieur de grosses données, des fois, il y a différents systèmes. Comme là, ici, on a un exemple où c'est que on veut faire un split des données. Donc, on a une grosse donnée. On est capable de splitter les données en étant 3 différentes. Mais ici, on a un gros fichier, de 3 lignes. Fait qu'on se dit, il faut splitter ça. On prend une ligne chacun. On travaille sur cette ligne-là. Puis, une fois qu'on a les résultats de chacun, puis là, des fois, ici, ça se peut qu'il n'y ait aucun résultat sortant. Parce que des fois, la tâche, ça ne sera pas juste une tâche d'agrégation. Des fois, la tâche, ça va être une tâche d'analyse. Où c'est que c'est donne-moi seulement les meilleures valeurs de telle année. Bien là, chacune des parties check, est-ce que moi j'ai ces années-là? Est-ce que je prends ça? Ça se peut que je retourne rien. Puis une fois qu'on a des résultats, on peut faire la réduction des résultats pour avoir un seul résultat final. C'est pas pire ça. Qui vient avec qu'est-ce que je voulais vous jaser. Ici, on a l'exemple que je vous donnais tantôt. Mettons qu'on parle ici de notre environnement. On a un fichier de 3 lignes. Puis, admettons, je vais être capable de faire l'agglomération, mais juste sur... en fait, je vais prendre les différentes heures des index ABO01, puis je vais être capable d'additionner les temps de ceux-là. Fait que je distribue cette tâche-là. Bien, premièrement, je split les fichiers. Ça, c'est ce qu'on a vu avec le Hadoop File System, blablabla. Puis après ça, bien là, on peut aller faire le map sur chacun, où c'est qu'il y a un premier filtre. C'est seulement les ABO01 qui sont gardés. Puis après ça, bien, on a les résultats qui viennent avec. On est capable après ça de prendre ces résultats-là, de les agglomérer, de faire un autre type de fonction de réduction. Là, ici, c'est une sommation, puis d'avoir le résultat. Puis là, le principe, c'est que si on avait un autre split à côté, puis qu'on avait une partie de la réduction qui était faite, je pouvais aussi avoir un autre niveau de réduction qui serait une autre sommation entre les deux, puis ça me donnerait quand même le résultat final de la distribution complète. Good? Fait que le big data, c'est vraiment le meme de improvise, adapt, overcome. Là. Donc, on avait des nouveaux problèmes. Fait que c'était les mêmes genres de solutions qu'on avait, mais qui sont adaptées à la distribution sur différents systèmes pour qu'on soit capable de gérer ça sans avoir un contexte de si ça ne fait pas sa machine, ça va mal. Vous êtes maintenant instruits. J'espère que vous avez eu du plaisir à l'intérieur de ce cours-ci. Je pense que vous avez encore jusqu'à minuit à soir pour faire l'évaluation du cours. Donc, n'oubliez pas que c'est la seule méthode qui nous permet d'avoir de la rétroaction. Sachez que vos commentaires sont anonymes et après la remise de notes. Donc, n'hésitez pas
à jaser de qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a mal été, qu'est-ce que vous allez avoir de plus. Ça nous permet d'améliorer ce genre de cours-ci. Fait que ça serait tout pour nous cette semaine. On se revoit la semaine prochaine pour notre gentil examen final. Bonne soirée à tous.